L'air tiède de l'après-midi à Oaxaca se mêlait au parfum doux du maïs et au tintement incessant des cloches d'église. Le soleil, se couchant sur les toits de tuiles rouges, baignait les rues pavées d'une lumière dorée. Au milieu des étals du marché, où les marchandes proposaient des fruits juteux et des fleurs de cempasúchil, Rosaura avançait d'un pas lent. Elle tenait un panier de tamales enveloppé dans des feuilles de bananier. Ses yeux, d'un regard assuré, révélaient une fatigue qui n'était pas physique, mais ancrée dans son âme. Il y a 3 ans, un 14 juillet, son fils Matteo s'était évaporé sans laisser de traces. Depuis, chaque recoin de ce quartier, chaque rue, la renvoyait à un souvenir de lui, courant derrière un ballon de chiffon, riant avec ses amis, l'aidant à moudre le nixtamal le matin. Ce jour-là, en préparant la pâte, elle se revoyait l'enfant lui dérober un morceau cru pour en goûter le secret. Elle se mordit les lèvres pour étouffer un sanglot. La vie avait continué sa route, mais pour elle, le temps s'était figé. Malgré tout, chaque matin, elle sortait vendre ses tamales, saluait ses voisins et se rendait à la messe. Elle maintenait une bougie allumée devant une petite image de Matteo, intimement persuadée que cette lueur guiderait son chemin de retour. Rosaura ne perd pas espoir, lui avait glissé Doña Elvira, la boulangère, ce même matin. Elle esquissa un sourire fatigué et répondit « La foi, c'est tout ce qu'il me reste, commère ». En marchant vers l'église pour la messe du soir, le son des cloches lui rappela le service funeste du jour de sa disparition. Le père Chuchot, un homme à la barbe poivre et sel et à la voix apaisante, l'accueillit sur le parvis. « Ma fille, vous me semblez plus songeuse que d'habitude, » fit-il remarquer. « J'ai rêvé de Matteo cette nuit. Il était de dos, comme s'il voulait me parler, mais il ne se retournait pas, » répondit-elle, sentant sa gorge se nouer. « Dieu s'exprime de bien des façons. N'ignorez pas ce que votre cœur vous murmure, » conseilla-t-il en posant sa main sur son épaule. Assise sur le banc en bois pendant l'office, Rosaura ferma les yeux et implora, comme toujours, que son fils soit en vie, qu'il soit bien, et que si telle était la volonté de Dieu, elle puisse le revoir. À tous ceux qui, comme moi, croient au miracle et à la puissance de la foi, abonnez-vous sans tarder pour ne pas manquer la suite d'une histoire qui pourrait bien transformer votre propre vie. En sortant, le ciel s'était paré d'un orange intense. Elle reprit le chemin de la rue Garcia Vigil, où les façades aux couleurs vives scintillaient sous les derniers rayons du jour. Un léger vent apportait le parfum du pain tout juste sorti du four. Pourtant, au milieu de cette tranquillité familière, une douleur sourde dans sa poitrine lui rappela que la vie réserve toujours des détours inattendus. Elle passa devant la place principale et entendit un trio de musiciens jouer des boléros en live. Un groupe de touristes les entourait, filmant la scène avec leur téléphone. Elle s'arrêta un instant, songeant à l'amour que Matteo portait à la musique, en particulier les chansons que son grand-père lui chantait. Une voix intérieure lui souffla que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Elle ne sut dire si c'était un signe d'espoir ou un avertissement. Mais un léger frisson lui parcourut l'échine. Tandis qu'elle tournait le coin de rue pour rentrer chez elle, l'endroit semblait plus silencieux que d'habitude, comme si tout le quartier retenait son souffle. Elle ne pouvait pas se douter que, dans quelques jours, un inconnu ferait irruption et bouleverserait tout. Les premières lueurs de l'aube peignaient les façades coloniales du quartier de teinte rosée. Le chant des coqs rivalisait avec le son métallique des cloches annonçant la messe matinale. Rosaura était déjà debout, avant même le lever du soleil, moulant le nixtamal dans un rythme régulier, presque rituel, pendant que la vapeur de la casserole imprégnait la cuisine de l'arôme familier des tamales, qui avait été sa seule source de subsistance toute sa vie. Avec des gestes sûrs, elle enveloppait la pâte dans des feuilles de bananier, attachant chaque paquet avec une cordelette d'agave. Dans le coin, près de la fenêtre, la bougie allumée brillait d'une flamme tranquille. À côté, la photo de Matteo dans son cadre en bois restait immaculée, comme si la poussière n'osait pas s'y déposer. « Bonjour, Rosaura », salua Doña Chela, sa voisine, depuis le portail. « Bonjour, commère. Vous allez au marché ?»
demanda Rosaura en arrangeant les tamales dans le panier. « Oui, pour vendre du quesillo. Que Dieu nous apporte de bonnes affaires aujourd'hui. »« Amen !» répondit-elle avec un sourire las. Marcher jusqu'au marché, c'était parcourir une route de souvenirs et d'existence. Le parfum du café fraîchement moulu s'échappait des cuisines. Les femmes balayaient leurs trottoirs et les enfants, sacs d'école sur le dos, se précipitaient vers l'école. Les stands du marché regorgeaient déjà de couleurs. Le rouge intense des tomates, le vert des piments serrano, le jaune des fleurs de cempasúchil, amoncelés comme de petits soleils. À son stand, Rosaura alignait ses tamales comme des soldats. Certains clients la connaissaient déjà par son prénom. « Doña Rosa, 2 au piment et un sucré, comme d'habitude », demanda un homme à la moustache fournie. « Bien sûr, mon cher Don Felipe. Et comment va votre épouse ?»« Mieux, Dieu merci. » Cette routine quotidienne de relations humaines lui donnait une impression de normalité, même si, au fond, elle savait que sa vie était marquée par une profonde absence. En milieu de matinée, quand les ventes se calmaient, Rosaura se rendait à l'église. Don Chucho, le prêtre, trouvait toujours un moment pour l'écouter. « J'ai encore rêvé de Matteo, mon père, mais il était lointain, comme s'il y avait un brouillard entre nous, » confia-t-elle. « Les rêves sont des graines, ma fille. Certaines germent en espoir, d'autres en avertissement. Ne les laissez pas se dessécher, dit-il en la regardant avec tendresse. Après la messe, Rosaura faisait un saut à l'épicerie pour acheter ce dont elle avait besoin. Des haricots, du riz, un peu de sucre. En sortant, elle saluait les anciens qui jouaient au domino sous l'ombre d'un arbre de jacaranda. C'étaient des visages familiers, une partie du tissu social qui la maintenait debout. Le reste de la journée, elle le consacrait à préparer plus de pâtes, à nettoyer sa maison et à arroser les buganvilliers qui ornaient la cour. Le soleil déclinait lentement, laissant une lueur dorée sur les murs chaulés. Parfois, dans ce silence d'après-midi, elle avait l'impression que le vent lui apportait des chuchotements lointains, comme si Matteo essayait de lui parler. Le soir, elle s'asseyait près de son autel et priait. Elle rendait grâce pour un jour de plus et demandait, avec la même ferveur qu'à l'habitude, que Dieu veille sur son fils où qu'il soit. L'espoir était son carburant, mais aussi son fardeau. Cette nuit-là, en éteignant les lumières, une sensation différente l'envahit. Ce n'était ni de la tristesse ni du réconfort, mais une étrange anticipation, comme si quelque chose se mettait en marche dans les ombres de son destin. Et sans le savoir, le premier fil d'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer à se tisser. Le ciel se leva couvert, avec des nuages lourds qui annonçaient une pluie précoce. Rosaura sentit un léger frisson sur sa peau alors qu'elle se rendait à l'église pour allumer sa bougie sur l'autel. Les rues, humides d'une averse nocturne, reflétaient les couleurs ternes des façades et l'odeur de la terre mouillée se mêlait à celle du pain tout juste sorti du four de Doña Elvira. En tournant le coin de la rue Morelos, elle s'arrêta brusquement. Un homme était assis sur le trottoir, adossé au mur de l'église. Il portait un vieux chapeau qui lui cachait une partie du visage et une veste usée qui le protégeait à peine du froid. Ses mains, sales et abîmées, tremblaient légèrement. Rosaura l'observa quelques secondes, hésitante. Elle ne l'avait jamais vu dans le quartier. Ses voisins étaient faciles à reconnaître et il n'en faisait pas partie. Pourtant, quelque chose dans sa posture, peut-être la fatigue ou la vulnérabilité, la toucha. Elle s'approcha doucement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle avec prudence. L'homme leva le visage et ses yeux sombres, rougis, la fixèrent avec un mélange de méfiance et de besoin. « Juste un peu d'eau », dit-il d'une voix rauque. Rosaura hocha la tête sans y réfléchir. Elle se rendit à l'épicerie du coin, acheta une bouteille et revint la lui donner. Il but avidement, laissant échapper un soupir de soulagement. « Que le nom de Jésus soit loué », murmura-t-elle, presque par réflexe de sa foi. Il la regarda de nouveau avec un éclat étrange dans ses yeux. « Ça fait longtemps que personne ne m'a aidé comme ça, dit-il. » Il se présenta d'une voix basse. « Je m'appelle Esteban. Moi, c'est Rosaura. Je vis à quelques rues d'ici. Ça se voit, les gens d'ici ne parlent pas comme ceux d'ailleurs. » Commenta-t-il comme s'il avait beaucoup voyagé.
Elle lui offrit quelques tamales qu'elle avait dans son panier. « Ils sont au piment et au sucre. Mangez, ça vous fera du bien. » Esteban accepta en mastiquant lentement, comme s'il savourait chaque bouchée. Entre deux silences, il levait les yeux pour la regarder, comme pour peser ses mots. « Et qu'est-ce qui vous amène par ici ?» demanda Rosaura. « Le chemin et certaines choses que je dois trouver, » répondit-il sans donner de détails. Une légère brise fit tinter les cloches de l'église. Rosaura sentit que le moment avait quelque chose de sacré, bien qu'elle ne pût l'expliquer. Un voisin, Don Ernesto, passa devant eux et, la reconnaissant, s'approcha pour la saluer. En voyant Esteban, il fronça les sourcils. « C'est qui? Je ne l'ai jamais vu avant. »« Un voyageur, » répondit Rosaura avec un certain malaise. Don Ernesto la regarda avec sévérité. « Faites attention, Rosaura. De nos jours, on ne sait jamais. » Quand il s'éloigna, Rosaura remarqua qu'Esteban baissait le regard, comme si ces mots ne lui étaient pas étrangers. « Ce qu'il dit ne me dérange pas, » dit-il en anticipant sa pensée. « J'y suis habitué. Les gens voient quelqu'un comme moi et pensent le pire. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le vit ranger le reste de son tamal dans un sac comme s'il s'agissait d'un trésor. Ce geste lui rappela Matteo enfant qui gardait ses bonbons pour plus tard. « Si vous avez besoin de vous reposer, il y a un petit banc sur le parvis. Au moins, vous ne serez pas mouillé par la pluie. »« Merci, mais je ne peux pas rester longtemps au même endroit, » répondit-il d'un ton qui mêlait gratitude et prudence. Rosaura n'insista pas. Elle entra dans l'église, mais en regardant discrètement, elle le vit la suivre du regard. Elle ressentit une impulsion inexplicable, la conviction que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. En allumant sa bougie, une question résonna dans son esprit. Pourquoi avait-elle le sentiment que cet homme avait un lien avec son histoire? Le tintement des cloches remplit à nouveau l'air et avec lui, une nouvelle inquiétude s'installa dans son cœur. La pluie arriva ce même après-midi, fine mais persistante, battant les toits de tôle et dessinant des ruisseaux dans les rues pavées. En sortant de l'église, Rosaura retrouva Esteban. Il était sous un avant-toit, regardant la pluie tomber. Son vieux chapeau était trempé et sa veste, plus foncée par l'humidité, le protégeait à peine du froid. « Vous n'avez nulle part où aller ?» demanda-t-elle en essayant d'avoir l'air désinvolte. « À beaucoup d'endroits, mais aucun n'est le mien, » répondit-il avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils marchèrent un bout de chemin ensemble jusqu'au marché, où les bâches des étals craquaient sous la pluie. Rosaura l'invita à s'abriter dans le petit entrepôt derrière son stand. Là, avec l'odeur de la pâte et des feuilles de bananier, Esteban parut se détendre. « J'ai dormi dans des endroits pires, » dit-il en observant l'espace. « Ça fait des années que je vis comme ça, à me déplacer d'un endroit à l'autre. » « Et vous n'avez jamais songé à vous installer quelque part ?» demanda Rosaura en lui servant un café. « J'ai essayé, mais parfois le passé ne vous lâche pas. » Cette phrase fit écho en elle. Elle le regarda attentivement, essayant de décrypter s'il parlait de sa propre histoire ou s'il y avait quelque chose de plus. Esteban évita son regard et se concentra sur le réchauffement de ses mains avec la tasse. « Vous savez, » continua-t-il, « j'ai vu des choses sur la route qui ne s'oublient pas, des gens perdus, des gens qui cherchent sans savoir qu'ils sont aussi recherchés. Perdus comme... » interrogea-t-elle le cœur battant. « Comme un jeune homme que j'ai vu il y a quelque temps. Il avait le même regard que vous, ou peut-être qu'il m'a juste fait penser à vous. » Le silence qui suivit fut pesant. Rosaura ne savait pas si elle devait le croire ou si c'était une coïncidence cruelle. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Don Ernesto apparut à l'entrée de l'entrepôt. « Je vous l'ai dit, Rosaura, » dit-il d'un ton sévère. « Il ne faut pas vous lier à des inconnus. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent vous apporter. C'est juste un homme qui a besoin d'aide, Don Ernesto, » répondit-elle en essayant de rester calme. « Et vous êtes une femme seule, ne soyez pas naïve. » Esteban baissa la tête, comme résigné. Quand le voisin fut parti, il murmura « Je ne suis pas offensé par ce qu'ils disent. Ils sont habitués à se méfier de tout et de tout le monde. » Rosaura, cependant, se sentit tiraillée. Elle savait que l'aider pourrait lui attirer des problèmes, mais elle savait aussi que sa foi ne lui permettait pas de lui tourner le dos. « Si vous décidez de rester ici pour quelques jours, vous devrez m'aider avec les ventes, »
Comme ça, personne ne dira que vous êtes un parasite, dit-elle finalement, en posant une limite. Esteban la regarda et hocha la tête. Marché conclu. Ils passèrent l'après-midi à ranger le stand. Esteban se montra adroit pour disposer les feuilles et porter les sacs. Rosaura fut surprise par sa force et sa résistance. Entre deux tâches, il racontait des fragments de sa vie, des petits boulots dans les champs de canne à sucre, des nuits à la belle étoile, des routes poussiéreuses qui ne semblaient mener nulle part. Une fois, dans un village près de Veracruz, j'ai entendu des hommes parler d'un jeune qui s'était échappé d'un ranch. Il avait les cheveux noirs et une cicatrice au sourcil, commenta-t-il sans la regarder directement. Rosaura sentit son estomac se retourner. Matteo avait une cicatrice identique. « Quand est-ce que c'était » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il y a quelques mois, mais je ne sais pas si c'était votre fils. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. » Cette nuit-là, alors que la pluie martelait le toit de sa maison, Rosaura ne put dormir. Les mots d'Esteban résonnaient dans son esprit, mêlés au bruit de l'eau et au souvenir de la dernière fois qu'elle avait vu Matteo. Elle ne savait pas si Esteban détenait la vérité ou s'il n'était qu'un porteur de fantômes du passé, mais son instinct lui disait qu'elle devait l'écouter et, sans le savoir, cette décision marquerait le début d'un chemin sans retour. L'aube arriva avec un ciel dégagé, comme si la pluie de la nuit précédente avait nettoyé chaque recoin du quartier. Rosaura se leva avant le soleil, comme toujours, mais ce matin-là son esprit était agité. Les mots d'Esteban sur le jeune homme avec la cicatrice ne cessaient de la hanter. Elle ne pouvait pas savoir si c'était une vraie piste ou une illusion qui menaçait de la briser à nouveau. En moulant le nixtamal, elle prit une décision. Elle aiderait Esteban, mais à ses propres conditions. Elle ne permettrait pas que sa vie soit complètement chamboulée. Elle prépara du café et sortit dans la cour, où il était déjà assis, observant les buganvilliers. « Bonjour », dit-elle fermement. « Bonjour, Rosaura. » Il sourit légèrement, comme s'il attendait un verdict. « Si vous comptez rester un peu, vous devrez travailler. On ne donne pas le pain ici. »« C'est normal, » répondit-il sans hésiter. « Je ne cherche pas la charité, je cherche un but. » Cette phrase la déstabilisa. Il n'était pas courant d'entendre quelqu'un parler ainsi, surtout quelqu'un qui semblait avoir connu tant de défaites. En milieu de matinée, elle l'emmena au marché. Là, Esteban aida à installer les tamales et à servir les clients. Certains le regardaient avec méfiance, mais il répondait avec courtoisie. Il réussit même à vendre plus que d'habitude, utilisant des phrases qui éveillaient la curiosité des gens. « Prenez-en 2 et le 3e est offert parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée pour partager », disait-il d'une voix chaleureuse. Rosaura l'observait avec prudence. Bien que sa présence suscitât des murmures, elle remarquait aussi qu'il avait du charisme et une étrange facilité à gagner la confiance des inconnus. À la fin de la journée, ils passèrent par l'église. Rosaura alluma sa bougie comme chaque jour et s'agenouilla. « Seigneur, donne-moi la clarté pour comprendre ce qui se passe. Si cet homme est là par ta volonté, qu'il en soit ainsi, mais ne laisse pas mon cœur se tromper, » murmura-t-elle. Esteban resta debout, observant les images religieuses. Quand elle se releva, il lui dit à voix basse, « Moi aussi je prie, même si je ne sais pas toujours si on m'écoute. »« La foi, c'est comme une graine, » répondit-elle. « Elle ne pousse pas si on ne l'arrose pas. »« Et si on l'arrose et qu'elle reste sèche ?» demanda-t-il avec une ombre de douleur dans les yeux. « Alors, on continue d'arroser, parce que parfois, Dieu attend qu'on apprenne à attendre. » Ils sortirent ensemble et marchèrent dans la rue adjacente. Un groupe d'enfants jouait avec un ballon improvisé et Rosaura ne put s'empêcher de se souvenir de Matteo au même âge. Esteban remarqua le changement dans son expression. « C'était un bon fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec douceur. « Il l'est toujours, » le corrigea-t-elle. « Je ne peux pas parler de lui au passé. » Cette nuit-là, après le dîner, Esteban osa lui en dire plus. « Lors de mes voyages, j'ai vu de vilaines choses. Des gens qui profitent des jeunes, qui les utilisent, puis les jettent. Une fois, j'ai entendu dire qu'un jeune était surnommé le garçon à la cicatrice. Je ne sais pas si c'est votre fils, mais si c'était le cas, peut-être qu'il y a encore un moyen de le retrouver. » Rosaura sentit un tremblement dans son cœur.
La possibilité lui faisait peur, mais pas plus que l'idée de ne rien faire. Si vous avez plus d'informations, vous me le direz, mais vous comprendrez aussi que je dois vérifier avant de m'enthousiasmer, dit-elle en le regardant sérieusement. Je comprends, et je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas de réponse. En silence, ils débarrassèrent la table et se préparèrent à dormir. Le vent nocturne apportait l'odeur du bois brûlé et un murmure lointain de musique de marimba qui venait d'une fête lointaine. Rosaura, allongée, pensa aux mots du prêtre. Dieu s'exprime de bien des façons. Elle se demanda si Esteban en était une. Et ainsi, entre la foi et le doute, elle s'endormit sans savoir que les épreuves ne faisaient que commencer. Le vent nocturne effleurait les avant-toits comme une prière ancienne. Et la maison de Rosaura craquait avec l'odeur chaude du maïs et du bois. Elle s'allongea sur sa natte, le cœur agité. Elle avait prié plus que d'autres soirs, demandant à Dieu un signe qui ne la blesserait pas. Le silence n'était pas total, des aboiements lointains, une moto qui s'éteignait dans la rue, le va-et-vient d'une branche contre la fenêtre. Lorsqu'elle sombra enfin dans un sommeil profond, elle perçut une voix douce, reconnaissable comme le sel de son propre sang. « Maman !» dit la voix, « n'éteins pas la bougie. » Rosaura se retourna dans son rêve. Elle ne voyait pas un visage, seulement une silhouette mince au bord d'un chemin, enveloppée de brouillard. « Matteo !» murmura-t-elle. « Où es-tu, mon fils ?»« Je continue de marcher, » répondit la voix. « La lumière m'atteint, mais il me manque encore un peu. » Elle se réveilla brusquement, le prénom sur les lèvres. La flamme de la bougie dansait, et la pièce était imprégnée de ce froid qui ne vient pas du climat, mais de l'âme. Elle s'assit et serra son chapelet entre ses doigts. « Seigneur, » murmura-t-elle, « si cela vient de toi, donne-moi la compréhension. Si c'est mon propre désir, donne-moi le calme. » L'horloge marqua 3 heures d'un son métallique. Depuis la cour, un léger coup fut frappé à la porte. Elle eut un mouvement de peur, mais une étrange certitude la retint. « Qui est-ce ?»« C'est moi, Esteban, » répondit-il de l'autre côté. « Désolé pour l'heure, je ne pouvais pas dormir. » Rosaura ouvrit. Esteban avait les yeux brillants, la peau pâle, le chapeau à la main. « J'ai rêvé d'un chemin, dit-il, sans même saluer. Il y avait du brouillard et une bougie. Une voix disait « Ne l'éteins pas ». Le sang de Rosaura se glaça. « J'ai entendu la même chose, » répondit-elle. « C'était la voix de mon fils. » Esteban prit une grande inspiration, comme s'il confirmait quelque chose qu'il craignait de croire. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve, Rosaura, mais ce n'était pas n'importe quelle voix. Elle était pressée, comme si elle nous demandait de tenir bon. » Ils s'assirent à la table avec une tasse de thé à la verveine. Dehors, la nuit semblait s'être arrêtée pour les écouter. « Quand j'étais petite, » dit Rosaura, « ma grand-mère racontait qu'il y a des avertissements qui viennent dans l'air, comme on entend les pas avant l'arrivée des visiteurs. Elle disait que les morts ne reviennent pas, mais les vivants perdus peuvent envoyer des signaux si quelqu'un les aime assez. Sur la côte, ajouta Esteban, on dit que la mer parle, et dans les montagnes, que les chemins gardent des souvenirs. Je ne suis pas du genre à tout croire, mais il y a des choses qui nous arrivent et qu'il vaut mieux garder pour soi. » Rosaura l'observa attentivement. « Si cela vient de Dieu, ce ne sera pas pour nous tourmenter, mais pour nous fortifier. Ça pourrait aussi être un avertissement, » dit-il en pesant chaque mot. « Parfois, quand on est sur le point de faire un grand pas, la vie nous appelle par notre nom pour qu'on ne se trompe pas de route. » Ils restèrent un moment en silence. La fumée du thé dessinait des figures capricieuses qui se dissolvaient dans l'air. Rosaura se rappela une autre tradition, les promesses. « J'ai fait une promesse à la Vierge de la solitude, » confessa-t-elle. « Si Matteo revient, je monterai pieds nus jusqu'au sanctuaire, et j'y laisserai un ruban en signe de gratitude. Moi, je n'ai rien promis parce que je vis en changeant de terre, » dit Esteban. « Mais cette nuit, je promets de vous aider à garder cette bougie allumée. » Elle hocha la tête, avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ne promettez pas sans en mesurer le poids, » avertit-elle. « Ici, la parole est sacrée. Alors, tenez-la avec moi, » répliqua-t-il avec une nouvelle gravité. « Si vous faiblissez, je vous rappellerai le chemin. Si je doute, vous me le rappellerez. »
L'horloge marqua 4 heures. Un coq chanta avant l'heure et les bruits du quartier commencèrent à battre comme un cœur qui s'éveille. « Ce n'est pas une coïncidence, » dit Rosaura. « Je ne peux plus le penser. »« Moi non plus, » acquiesça Esteban. « Demain, sans changer notre routine, nous écouterons davantage. Il y a des signes qui se cachent dans le quotidien. » Rosaura regarda la photo de Matteo et perçut pour la première fois depuis des années que la peur reculait d'un pas. Ce n'était ni une victoire, ni une certitude, juste un répit, mais c'était suffisant. « Mon fils, » murmura-t-elle, « je garderai la lumière. » Esteban baissa la tête comme quelqu'un qui reçoit une mission sacrée. « Et je veillerai à la porte, » dit-il, « pour que, quand l'aube arrivera, elle vous trouve éveillé. » La flamme ne vacilla plus, et la nuit, sans cesser d'être la nuit, devint moins sombre. L'aube apporta un ciel couvert et un murmure étrange au marché, comme si les bâches bruissaient de potin. Rosaura rangea ses tamals avec sa précision habituelle, mais les regards des gens commençaient à la piquer. Doña Chela s'approcha, avec une discrétion forcée, les yeux brillants de curiosité. « Ma commère, ce n'est pas pour semer la zizanie, mais on dit que cet Esteban a un passé douteux, » murmura-t-elle. « Qu'on l'a vu rôder hier soir près de l'épicerie de Don Felipe. »« Il était avec moi, » répondit Rosaura en contenant son agacement. « Et il ne rôde que pour trouver du travail et de la tranquillité. »« Eh bien, que Dieu vous protège, » conclut-elle en s'éloignant, avec le geste de qui avertit et s'en lave les mains. Les premiers clients achetèrent sans faire de commentaires, mais la rumeur s'accrochait comme l'humidité. 2 jeunes filles, qui demandaient toujours des tamals au piment et au fromage, se regardèrent. « C'est sûr que c'est bien ici ?» demanda l'une. « Ma mère dit qu'il vaut mieux acheter au coin de la rue. »« Mais c'est tout à fait sûr ici, mes chéris, » dit Rosaura avec calme. « Il n'y a que du travail honnête. » Malgré tout, elles partirent. Le panier sembla plus lourd. En milieu de matinée, Don Ernesto apparut, droit, avec son chapeau impeccable. « Je vous avais prévenu, » dit-il sans saluer. « Les clients se demandent déjà si vous hébergez cet homme chez vous. »« J'abrite ma foi et ma parole, » répondit-elle, « et il paye avec son travail. »« Le quartier ne se nourrit pas de paraboles, Rosaura. Si vous faites fuir les gens, comment paierez-vous vos dettes ?» Le coup de la peur lui frappa l'estomac. Elle savait qu'elle devait 2 sacs de farine à Doña Elvira et un paquet de feuilles de bananier au grossiste. Elle serra les lèvres. « Je vous remercie de votre inquiétude, » dit-elle. « Mais ma conscience a aussi besoin d'un toit. » Don Ernesto secoua la tête et s'en alla, laissant derrière lui cette odeur de jugement ancestral. Esteban arriva en portant un sac de maïs. Il avait de la sueur sur le front et une étrange détermination dans le regard. Aujourd'hui, on vendra avec le sourire, même si le monde se referme sur nous, dit-il en déposant le sac. Les sourires aussi ouvrent les poches et ferment les bouches, si Dieu le veut, répliqua-t-elle en essayant de le croire. Ils s'efforcèrent de rendre le stand plus attrayant. Esteban commença à offrir des échantillons sur des serviettes en papier. « Goûtez à celui-ci, madame. Il a le goût d'un dimanche et d'un câlin de grand-mère, » disait-il. Certains riaient et achetaient, d'autres prenaient l'échantillon et partaient sans se retourner. En sortant de l'église, Don Chucho s'approcha. « Ma fille, j'entends des murmures. La charité a des ennemis silencieux. Je ne veux pas que mon aide à Esteban devienne une pierre d'achoppement, » confessa-t-elle. « Mais je ne veux pas me trahir non plus. Alors, mettez des limites et mettez-les avec amour. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Dieu ne vous demande pas de vous effacer, il vous demande d'agir avec la vérité. » L'après-midi, la caisse était mince. Rosaura compta l'argent avec des doigts froids. « Il nous manque 100 pesos pour payer le fournisseur aujourd'hui, » dit-elle vaincue. « Je peux aller décharger des sacs au marché de gros ce soir, » proposa Esteban. « Il ne paie pas beaucoup, mais il paie en liquide. »« Je ne veux pas qu'on dise que je vous exploite, » murmura-t-elle. « C'est pire qu'on dise que je ne gagne pas mon pain. Laissez-moi faire. » Avant d'accepter, Rosaura passa par la boulangerie. Doña Elvira, les mains pleines de farine, la regarda avec des yeux de mère. « Ma fille, le quartier est une proie facile pour les commérages, mais moi, je l'ai vu se démener. Les gens ne m'achètent plus mes tamals, avoua-t-elle. J'ai honte. »
La honte sert à ne pas se vanter, pas à se cacher, dit la boulangère. Tenez bon et si vous manquez, vous me paierez plus tard. Rosaura sentit une gratitude qui lui réchauffa le cœur. Elle sortit avec un sac de farine en crédit et la certitude qu'elle devait continuer. Chez elle, elle alluma la bougie et prit une profonde inspiration. « Seigneur, donne-moi des épaules solides », murmura-t-elle. Esteban revint tard, les mains endolories et des billets humides de sueur. « Ça a suffi pour ce qu'il manquait », informa-t-il, « et on m'a proposé de travailler encore demain. »« Merci », dit-elle avec un mélange de soulagement et de pudeur. « Le quartier ne vous apprécie pas, mais moi, je vous vois. Tant que vous me voyez, ça me suffit, » répondit-il, fatigué mais ferme. Cette nuit-là, Rosaura se débattit entre la honte que les rumeurs semaient et la nécessité de subvenir à ses besoins. Elle comprit que la foi n'est parfois pas un éclat, mais un pas douloureux. Elle serra le chapelet. Demain, elle retournerait au marché, même si les murmures la suivaient, et avec son panier au bras, elle apprendrait à marcher sans baisser la tête. Le dimanche se leva sur un ciel clair, mais le cœur de Rosaura portait un poids différent. Dans la nuit, Esteban avait insisté sur le fait qu'il avait de nouveau entendu ce murmure d'avertissement dans ses rêves. Elle, sans le dire, l'avait aussi entendu. Quelque chose dans cette coïncidence la poussa à décider qu'il ne pouvait plus attendre les signes en restant immobile. « Aujourd'hui, nous irons à San Miguel del Rio », dit-elle en préparant son panier. « C'est la ville la plus proche de l'endroit où vous avez dit avoir entendu parler de ce jeune avec la cicatrice. »« Il faut compter quelques heures en bus, » répondit Esteban. « Je peux payer les billets avec ce que j'ai gagné hier soir. » Le voyage commença tôt. Le terminal de bus sentait le café et le diesel. Ils achetèrent 2 billets et s'assirent près de la fenêtre. Rosaura regarda la ville s'éloigner, laissant place à des collines verdoyantes et des champs de maïs, où des hommes aux larges chapeaux travaillaient la terre. Le son de la radio du chauffeur mélangeait des chansons régionales et des annonces locales. Dans une auberge de la route, ils firent un court arrêt. Le parfum du bouillon de poulet et des tortillas chaudes emplit l'air. La serveuse, une femme corpulente avec un tablier fleuri, s'approcha. « Vous êtes de passage ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Oui, madame, » répondit Rosaura. « Nous cherchons quelqu'un qui pourrait être dans les environs. À San Miguel, tout le monde se connaît. S'il est là, ils le sauront, » dit-elle en leur servant du café. Ils arrivèrent à midi. Le village était entouré de montagnes et une petite place centrale concentrait la vie. Des enfants jouaient, des personnes âgées discutaient, un homme accordait une guitare sous un arbre. Au kiosque, un haut-parleur annonçait la vente de pain et l'heure de la messe. Esteban suggéra d'aller d'abord au plus grand magasin du village. Après avoir salué poliment, il demanda s'ils avaient vu un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs et avec une cicatrice au sourcil. Le gérant, un homme mince avec une casquette, secoua la tête, mais son regard sembla hésiter. « Pas d'ici, mais au ranch de Don Laureano, ils embauchent parfois des étrangers, » murmura-t-il. « Vous pourriez essayer là-bas. » Ils marchèrent vers la périphérie du village. Le soleil tapait fort et le chemin de terre soulevait de la poussière à chaque pas. Sur le bord, un chien maigre les suivit un bon moment avant de se coucher à l'ombre. Rosaura pensa à Matteo et comment, enfant, il ramassait toujours les animaux abandonnés. Avant d'arriver au ranch, ils s'arrêtèrent à un petit stand de boissons gazeuses. La propriétaire, une femme aux cheveux gris et aux mains ridées, écouta la description et fronça les sourcils. « J'ai vu un jeune homme comme ça il y a quelques mois, » dit-elle. Il était avec d'autres jeunes, comme s'il faisait partie d'une équipe. Il ne parlait pas beaucoup. « Savez-vous s'il est toujours là ?» demanda Rosaura, en contenant son anxiété. « Je ne l'ai pas vu récemment, mais la rumeur a couru dans le village que certains sont partis sans prévenir. » Le cœur de Rosaura battait fort. Ce n'était pas une réponse définitive, mais c'était la première fois depuis des années que quelqu'un confirmait avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Matteo. Ils décidèrent de se rendre au ranch quand même. Au loin, la construction aux murs blancs et aux toits de tôle se découpait contre le ciel. Il y avait un grand portail et un homme corpulent en gardait l'entrée. On vient pour demander du travail pour lui, improvisa Rosaura en montrant Esteban.
et aussi pour un jeune homme qui a peut-être travaillé ici. Le gardien les regarda de haut en bas et eut un rire bref. Ici, seul le patron décide qui entre, et si quelqu'un a travaillé ici, il n'y est plus. Sans plus, il leur tourna le dos. Rosaura sentit qu'une barrière invisible s'élevait entre eux et toute réponse. Esteban lui toucha l'épaule. « Ce n'est pas un nom définitif, dit-il. Parfois, la première porte fermée est celle qui fait le plus de bruit. » Tandis qu'ils retournaient au village, le ciel commençait à se remplir de nuages lourds. L'air sentait la pluie et une impression que ce qu'ils avaient retrouvé, même incomplet, était suffisant pour continuer. Rosaura le savait. La recherche ne faisait que commencer et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. La pluie les rattrapa avant qu'ils ne puissent quitter le village. De grosses gouttes s'abattaient sur les toits de tôle et coulaient sur les murs chaulés, laissant des traces sombres. Rosaura et Esteban trouvèrent refuge sous l'auvent d'une boutique fermée. Le gardien du ranch était toujours dans son esprit, avec son rire sec et cette phrase qui sonnait plus comme un avertissement que comme un simple refus. « Cet homme sait quelque chose », dit Esteban en regardant vers la route. « Et il ne veut pas le dire », ajouta Rosaura en serrant son châle contre sa poitrine. « Ou il ne peut pas ». Quand la pluie se calma, ils marchèrent jusqu'à une auberge où l'odeur des haricots fraîchement cuits et des tortillas chaudes les réconforta. Ils commandèrent 2 cafés et une assiette à partager. La propriétaire, une femme au regard vif, leur demanda d'où ils venaient. Esteban répondit naturellement, mais Rosaura décida de prendre un risque. « Je cherche mon fils. Il a une cicatrice au sourcil. On m'a dit qu'il avait peut-être travaillé au ranch de Don Laureano. » La femme baissa la voix. « Il ne vaut mieux pas trop parler de cet endroit ici. Le patron a des amis que personne n'aime, mais qui le protègent bien. » « Et le jeune homme ?» insista Rosaura. « Je ne peux pas l'affirmer, mais quelqu'un m'a raconté qu'il y a quelque temps, un jeune homme comme ça y était. Puis un jour, il n'y était plus. Et personne n'a expliqué pourquoi. » Esteban la regarda comme s'il venait de confirmer un soupçon. Ils payèrent et partirent avec le sentiment que chaque pas les rapprochait de quelque chose de dangereux. Sur la place du village, ils croisèrent un jeune homme qui déchargeait des sacs d'une camionnette. Ses mains étaient couvertes de poussière et de sueur. « Vous travaillez au ranch ?» demanda Esteban. « Parfois », répondit-il, sans s'arrêter de bouger les sacs. « Pourquoi ? Nous cherchons quelqu'un qui a peut-être été là-bas, » dit Rosaura en décrivant Matteo. Le jeune homme regarda autour de lui avant de répondre. « Écoutez, madame. Ne me mettez pas dans les ennuis, mais si ça peut vous aider, il y a des travailleurs qui ne sont pas là de leur plein gré. Certains arrivent trompés, d'autres à cause de dettes, et quand ils partent, ce n'est pas toujours parce qu'ils le veulent. » L'avertissement flottait dans l'air. Rosaura sentit son estomac se nouer. « Mon fils pourrait-il être l'un d'eux ?» demanda-t-elle presque sans voix. « Je ne sais pas, » répondit-il. Mais si vous voulez vraiment savoir, ne demandez pas au patron, demandez aux gens qui ont été là-bas et qui sont sortis vivants. » Le jeune homme leur indiqua qu'un homme qui avait travaillé au ranch et était parti vivait dans la communauté voisine. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait où il habitait approximativement. Rosaura nota tout sur un morceau de papier froissé. Alors qu'il retournait à l'arrêt de bus, Esteban brisa le silence. « Ça va devenir plus difficile. Quand on commence à frapper à la mauvaise porte, la porte peut nous tomber dessus. »« Je ne peux plus reculer, » répondit-elle avec une fermeté qui l'a surpris. « S'il y a ne serait-ce qu'une chance que Matteo soit en vie, je la suivrai. » La camionnette, qui devait les ramener à Oaxaca, arriva en retard. Ils s'installèrent sur les sièges durs, les vêtements encore humides et les idées en ébullition. Le paysage, enveloppé par le brouillard qui montait des collines, semblait garder plus de secrets qu'il n'était prêt à en révéler. Rosaura repassa mentalement tout ce qu'elle avait entendu ce jour-là. Le regard du gérant du magasin, les mots voilés de la propriétaire de l'auberge, l'avertissement du jeune travailleur. Tout indiquait qu'il y avait plus derrière ce ranch. « Je ne sais pas si je veux tout savoir », admit-elle en regardant par la fenêtre. « Moi non plus », dit Esteban. « Mais parfois, ce qu'on a peur de savoir est exactement ce qu'il faut pour sauver quelqu'un. » Le moteur de la camionnette rugit alors qu'il s'éloignait du village.
La pluie recommença à tomber, frappant le toit comme un tambour insistant. Rosaura ferma les yeux et visualisa la bougie allumée sur son autel. Elle se jura que même si toutes les portes se fermaient, elle trouverait une fente par où se glisser, car une mère ne laisse jamais son fils derrière. Le retour à Oaxaca n'apporta pas de répit. Rosaura passa la nuit assise près de la bougie, repassant les indices comme s'ils étaient des grains de chapelet, le ranch, le jeune travailleur, l'avertissement. Le lendemain matin, Esteban arriva avec une détermination qu'elle reconnut immédiatement. Nous devons aller à cette communauté que le jeune homme nous a indiquée. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Mais cette fois, nous y irons avec prudence, répondit-elle. Je ne veux pas que toutes les portes se ferment parce que nous parlons trop. Le chemin vers la communauté était plus accidenté que le précédent. Ils prirent un bus délabré qui avançait à coups de soubresauts sur la route de terre. Entre les nids de poules et la poussière, ils passèrent des champs d'agaves clairsemés avec des vêtements séchant au soleil. En arrivant, ils demandèrent un homme qui aurait travaillé au ranch de Don Laureano et qui serait parti. Un vieil homme jouant au domino sur la place leur dit de chercher Doña Rosario dans la dernière maison près de la rivière. Elle sait des choses. Sa langue est longue, mais sa mémoire est encore plus, avertit-il. Ils trouvèrent la femme assise sur un banc en bois, égrenant du maïs. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon serré et ses mains, bien que ridées, se déplaçaient avec agilité. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demanda-t-elle en jaugeant les visiteurs d'un regard perçant. Rosaura fit un pas en avant. « Je cherche mon fils. On m'a dit qu'il a peut-être travaillé au ranch de Don Laureano. Il a une cicatrice au sourcil. » Doña Rosario laissa tomber une épi de maïs dans le panier. « Oui, je l'ai vu. Je ne me trompe pas sur les visages. Il est arrivé avec un groupe de jeunes hommes. Il était mince et avait l'air effrayé. « Êtes-vous sûr que c'était lui ?» interrompit Esteban. « Aussi sûr que cette rivière continue de couler ?» répondit-elle. « Mais il n'est pas resté longtemps. Une nuit, des hommes armés l'ont emmené avec d'autres. » L'air sembla se densifier. Rosaura sentit ses jambes trembler. « Où ?» demanda-t-elle presque sans voix. Personne n'a su. Ici, on a appris à ne pas poser ces questions si on veut rester en vie. Il y eut un long silence, seulement rompu par le murmure de l'eau et le craquement du maïs dans ses mains. Doña Rosario les regarda avec ce qui ressemblait à de la compassion. « Si vous voulez continuer à chercher, faites-le en dehors de ce village. Ceux qui se mêlent de ces gens-là ne reviennent pas. » Rosaura hocha la tête, la gorge serrée. Esteban, lui, semblait graver chaque mot comme une carte invisible. « Merci de nous avoir dit la vérité, dit-il. Tout le monde n'ose pas. » Avant qu'il ne parte, Doña Rosario se leva et entra dans la maison. Elle revint avec un mouchoir plié. « C'est le jeune homme qui a laissé ça. Je l'ai trouvé dans la buanderie. Après qu'ils l'ont emmené, j'ai pensé qu'il reviendrait peut-être le chercher. » Rosaura le prit de ses mains tremblantes. C'était un morceau de tissu bleu usé avec une petite tache de peinture blanche. Elle le reconnut instantanément. Matteo l'utilisait pour essuyer ses pinceaux quand il peignait les murs du quartier. En revenant à l'arrêt de bus, le ciel se couvrit. Un vent froid souleva les feuilles mortes et la poussière. Rosaura serrait le mouchoir contre sa poitrine comme si c'était une extension de son propre cœur. Il a été ici, Esteban. Il a respiré cet air. Il a marché dans ces rues. Et s'il a été ici, il peut revenir, répondit-il, bien qu'il y eût une ombre d'inquiétude dans sa voix. Quand ils montèrent dans le bus, Rosaura regarda une dernière fois la communauté. Elle ne savait pas si elle reviendrait, mais elle se jura de ne jamais oublier le visage de Doña Rosario, ni la certitude avec laquelle elle avait témoigné. La vérité restait incomplète, mais elle tenait maintenant un fragment réel entre ses mains. Et cela, pour une mère qui cherchait depuis des années, était plus que suffisant pour ne pas s'arrêter. Le bus les déposa en périphérie d'Oaxaca, déjà tard dans l'après-midi. Le ciel avait une teinte rougeâtre, comme si le jour gardait le poids de ce qu'ils avaient entendu. Rosaura portait le mouchoir bleu dans son sac, le sentant presque battre. Ils marchaient en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, jusqu'à ce qu'Esteban brise le calme. « Nous avons besoin d'aide. Il ne suffit plus de demander au hasard. Et qui nous aiderait ?»
demanda-t-elle avec scepticisme. Les gens ont peur quand ils entendent le nom de Don Laureano, quelqu'un qui n'a rien à lui devoir. Cette nuit-là, au marché, alors que Rosaura ramassait ce qui n'avait pas été vendu, un jeune mécanicien s'approcha. Il avait les mains tachées de graisse et les cheveux en désordre. « Bonsoir, Señora Rosaura, je suis Julian. Je travaille dans l'atelier de la rue Hidalgo. » Elle le regarda sans le reconnaître complètement. « Je vous ai vu passer plusieurs fois, » continua-t-il. « J'ai entendu une partie de votre conversation à l'auberge aujourd'hui, l'histoire du jeune homme avec la cicatrice. Je l'ai vu. » Le cœur de Rosaura bondit. « Où ?» demanda-t-elle avec urgence. « Dans un atelier de moto à San Pedro del Alto, il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'était votre fils, mais je me souviens qu'il semblait ne pas pouvoir partir. Il travaillait comme s'il était surveillé. » Esteban se redressa, alerte. « Pouvez-vous nous y emmener ? J'ai une vieille camionnette, mais elle roule, » répondit Julian. « Je ne vous ferai rien payer, mais je veux que vous sachiez que les étrangers ne sont pas les bienvenus dans cette zone. » Ils se donnèrent rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, Rosaura ne dormit presque pas, imaginant que Matteo pouvait être à quelques heures seulement, mais à côté de l'espoir, elle ressentait une pointe de peur. Et s'ils arrivaient trop tard? Le matin, Julian vint les chercher. La camionnette était verte, la peinture écaillée et le siège passager recouvert d'une couverture. Le trajet commença sur la route principale, mais ils prirent bientôt un chemin de terre flanqué de cactus et de buissons secs. « Plus loin, dit Julian, il y a des barrages improvisés. Ce n'est pas toujours la police. Mieux vaut ne pas trop parler si on nous arrête. » Sur le siège arrière, Rosaura tenait son chapelet, tandis qu'Esteban regardait par la fenêtre, attentif au moindre mouvement. Ils traversèrent un petit village où les maisons étaient en pisé et les toits en tôle. Des hommes les observaient depuis l'ombre, le visage impassible. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda Rosaura en brisant le silence. « Parce que moi aussi, j'ai perdu quelqu'un dans ce ranch » répondit Julian, le regard fixé sur la route. « Mon petit frère n'est jamais revenu. Peut-être que vous aidez est ma manière de continuer à le chercher. » La confession emplit l'habitacle d'un respect silencieux. Il n'y avait pas besoin de plus d'explications. C'étaient 3 personnes unies par la même blessure. Après presque 2 heures, ils arrivèrent à la périphérie de San Pedro del Alto. L'atelier que Julian mentionnait était à côté d'une station-service abandonnée. Dehors, quelques vieilles motos et des caisses de pièces détachées donnaient l'impression d'un lieu en pause. « On va demander comme si on cherchait du travail pour Esteban », suggéra Julian. « Comme ça, on ne va pas éveiller les soupçons. » Le mécanicien de l'endroit, un homme chauve et corpulent, les accueillit avec un froncement de sourcils. « On n'a pas besoin de plus de bras ici, » dit-il avant qu'il n'ait fini de parler. « Nous voulions juste savoir si un jeune homme avec une cicatrice au sourcil a travaillé ici, » intervint Rosaura. L'homme secoua la tête rapidement, mais ses yeux se détournèrent vers une porte arrière. Ils n'insistèrent pas, mais cette réaction fut suffisante pour confirmer qu'ils étaient au bon endroit, ou du moins près de quelque chose d'important. En s'éloignant, Julian démarra la camionnette et parla à voix basse. « Quelqu'un le surveille ou le retient. Nous allons avoir besoin d'un plan. » Alors qu'ils sortaient du village, le soleil commençait à se cacher derrière les montagnes. Le chemin du retour semblait plus long, lourd de la tension de ce qu'ils avaient vu et n'avaient pu atteindre. Mais Rosaura n'était plus la même femme qui avait commencé la recherche. Elle avait maintenant 2 alliés et entre ses mains, ce petit réseau de soutien semblait être un miracle au milieu du désert. Elle savait que le chemin deviendrait plus dangereux, mais elle n'avait plus l'intention de le parcourir seule. L'aube apporta un ciel gris qui semblait être un mauvais présage. Rosaura se leva avant les autres, alluma la bougie de l'autel et tint le mouchoir bleu entre ses mains. Elle le serra contre son cœur tandis que ses lèvres murmuraient une prière. Le silence de la maison n'était interrompu que par le goutte-à-goutte constant de la pluie qui avait commencé pendant la nuit. Esteban entra dans la cuisine, les cheveux humides. Julian est en train de vérifier la camionnette. Il dit que si on veut retourner à San Pedro del Alto, il faut le faire vite. Je ne sais pas si je dois y aller, avoua Rosaura. Je n'ai pas pu dormir cette nuit en pensant à ce qui pourrait arriver si on affrontait ces gens.
Esteban s'assit en face d'elle, les coudes sur la table. Moi aussi j'ai peur, Rosaura. Mais la peur n'est pas toujours là pour nous faire fuir. Parfois, c'est le coup de pouce qu'il nous faut pour faire ce qu'on doit faire. Elle le regarda en silence. Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas seulement de la conviction, mais de l'expérience. Peut-être que la peur l'avait accompagnée si longtemps qu'il la connaissait comme un vieux voisin. Plus tard, quand Julian revint, il avait les mains tachées de graisse et le visage sérieux. La camionnette tient le coup, mais on ne peut pas y aller sans un plan. Aujourd'hui, il y a une fête patronale à San Pedro. C'est la meilleure occasion pour passer inaperçu. Et si on le trouve, demanda Rosaura. Alors il faudra le faire sortir discrètement. On ne sait pas qui le surveille, répondit-il. Ils décidèrent d'attendre jusqu'à l'après-midi. Rosaura, agitée, se rendit à la chapelle du quartier. L'air sentait l'encens et la cire fondue. Elle s'agenouilla devant l'image de la Vierge de la Solitude et d'une voix à peine audible, elle dit « Mère, donne-moi la clarté pour ne pas me tromper. Ne laisse pas la peur obscurcir ma foi. » Elle sentit quelqu'un s'asseoir sur le banc derrière elle. C'était Esteban. « Dans les collines où j'ai grandi, dit-il, il y avait une chapelle abandonnée. Les anciens disaient que seuls ceux qui avaient une promesse en suspens y entraient. Je n'y suis jamais entré jusqu'à ce que je perde tout. »« Et la promesse ?» demanda Rosaura. « Je l'ai tenue à moitié. J'ai trouvé celui que je cherchais, mais je n'ai pas pu le sauver. C'est pour ça que, quand je vous ai vu à l'église ce jour-là, j'ai su que je ne pouvais pas vous laisser seul. » Les mots d'Esteban résonnèrent en elle comme de lourdes cloches. Elle comprit qu'elle n'était pas la seule à porter des absences. En fin d'après-midi, ils partirent pour San Pedro. La route était humide et l'odeur de la terre mouillée se glissait par les fenêtres ouvertes. Julian conduisait en silence, tandis que Rosaura serrait son chapelet et regardait les nuages se refermer sur les montagnes. « Je ne sais pas ce que je vais faire si je me retrouve face à lui, » dit-elle sans quitter l'horizon des yeux. « Une partie de moi craint qu'il ne veuille pas revenir, et une autre partie sait que vous ne pouvez pas partir sans essayer, » répondit Julian. Ils arrivèrent à la périphérie du village, juste au moment où les feux d'artifice de la fête commençaient. Les rues étaient bondées, il y avait de la musique et des stands de nourriture. Le vacarme était un voile parfait pour passer inaperçu. Julian stationna la camionnette dans une rue latérale. « Nous entrerons séparément, » indiqua-t-il. « Moi, je vais vers l'atelier. Esteban, de l'autre côté de la station-service. Rosaura, restez près de la place et observez. Si vous le voyez, ne vous approchez pas seul. » Elle hocha la tête, bien que son cœur lui martelât la poitrine. Elle se faufila dans la foule, sentant l'odeur des plats, la chaleur des corps et la musique qui semblait battre à même le sol. Chaque fois qu'elle voyait un visage jeune, une pointe d'espoir et de peur la transperçait. Au milieu du tumulte, Rosaura réalisa que sa foi et sa peur marchaient ensemble, comme deux forces qui ne s'annulent pas, mais se poussent l'une l'autre. Et dans cet équilibre fragile, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour, car elle était sur le point de savoir si sa quête allait s'achever ou devenir plus dangereuse que jamais. Le tumulte de la fête patronale couvrait chaque recoin de San Pedro del Alto. Les feux d'artifice explosaient dans le ciel et la musique de l'orchestre rivalisait avec les rires et les cris des vendeurs. Rosaura marchait doucement, observant chaque jeune visage qu'elle croisait, le mouchoir bleu caché dans sa poche. À un coin de rue, Esteban apparut dans la foule. Il ne parla pas, mais d'une légère inclinaison de la tête, il lui indiqua de le suivre à distance. Ils marchèrent dans des rues plus étroites, où les lumières des étals éclairaient à peine les façades. En tournant dans une allée près de la station-service abandonnée, Rosaura le vit. Il était de dos, rangeant des caisses dans une petite épicerie, ses cheveux noirs un peu plus longs qu'elle ne s'en souvenait, et cette posture légèrement courbée qu'elle connaissait depuis son enfance. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. « Matteo » murmura-t-elle, mais le mot se perdit dans la musique lointaine. Esteban s'approcha et parla à un homme qui semblait être le gérant de l'endroit. «
Elle n'entendit pas ce qu'ils dirent, mais le gérant s'éloigna de quelques pas, lui laissant un moment. Rosaura avança lentement, craignant que, si elle se précipitait, il ne s'enfuit. Quand elle fut à quelques mètres, il se retourna. Leurs regards se croisèrent et à cet instant, le temps s'arrêta. Matteo la reconnut, mais son expression était un mélange de surprise et de confusion. Ses mains tremblèrent et il laissa tomber une caisse. « Maman », dit-il à peine audible. Rosaura sentit ses larmes brouiller sa vue. Elle voulut courir l'embrasser, mais il fit un pas en arrière, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Je ne peux pas », murmura-t-il. « Je ne peux pas partir comme ça. » Elle s'arrêta, l'âme en suspens. « Mon fils, je t'ai cherché toutes ces années. Peu importe ce que tu as vécu, tout ce que je veux, c'est que tu reviennes avec moi. » Matteo baissa le regard. « Ce n'est pas si simple. Si je pars, quelqu'un d'autre en paiera le prix. » Mais Esteban s'avança. « On peut te faire sortir, tu n'es pas seul. »« Vous ne comprenez pas, » répliqua Matteo d'un ton qui mêlait peur et frustration. « Ici, tout n'est pas ce qu'il paraît. » Rosaura fit un pas de plus et sortit le mouchoir bleu. « Tu te souviens de ça? Je l'ai trouvé là où tu vivais avant qu'il ne t'emmène. » Matteo le prit de ses mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je le gardais pour quand je pourrais peindre à nouveau, mais je n'ai jamais eu le temps. » Un bruit derrière eux les interrompit. Deux hommes sortirent de l'arrière de l'épicerie, les regardant avec méfiance. L'un d'eux parla d'une voix sèche. « Le patron veut que tu retournes au travail, jeune homme. » Matteo hocha la tête, comme résigné. Avant de partir, il regarda sa mère. « Demain, ici même, au coucher du soleil, ne manque pas. » Les hommes le poussèrent doucement à l'intérieur et il ne résista pas. Rosaura resta immobile, le mouchoir serré dans ses mains et le cœur en feu. Esteban la prit par le bras. « Nous l'avons trouvé. Maintenant, il faut réfléchir à comment le faire sortir sans qu'il le reprenne. »« Je ne passerai pas une autre nuit sans lui, » répondit-elle d'une voix ferme. Juliane apparut à ce moment, le souffle court. « J'en ai vu deux autres qui surveillent la rue derrière. C'est un lieu contrôlé, mais pas par la police. Si on veut agir, il faut le faire vite et discrètement. » Alors qu'il retournait à la camionnette, Rosaura sentait que chaque pas était chargé d'un nouveau poids, la certitude que son fils était en vie, mélangée à l'angoisse qu'il n'était pas encore libre. La nuit, avec sa musique et ses lumières, semblait se moquer de son urgence. Dans son cœur, cependant, une flamme brûlait plus fort que jamais. Elle avait attendu 3 ans pour le regarder dans les yeux à nouveau. Elle n'avait pas l'intention de le perdre maintenant, même si, pour le retrouver, elle devait affronter l'obscurité qui le retenait. Le retour à Oaxaca fut silencieux. Rosaura ne cessait de revoir dans son esprit le regard de Matteo, cet instant où il voulut l'embrasser et en même temps recula. Le mouchoir bleu était trempé de ses larmes et dans chaque fil, elle sentait le poids des années perdues. Esteban brisa le silence. « Demain, au coucher du soleil, nous devrons le faire sortir. Il n'y aura pas de seconde chance. »« Et s'il ne vient pas ?» demanda Rosaura avec un nœud dans la gorge. « Il viendra, mais il faut que nous soyons prêts à bouger vite, » ajouta Juliane. « Je connais un sentier qui passe derrière le village et mène à la route sans passer par la place. » Ils passèrent la nuit à tout planifier. Juliane se chargerait de la camionnette, le moteur allumé et la porte arrière ouverte. Esteban resterait près de l'épicerie, surveillant les moindres mouvements. Rosaura attendrait à proximité, prête à entrer et à parler à Matteo. Il ne pouvait pas recourir à la force, mais il ne pouvait pas non plus traîner. Le lendemain passa lentement, comme si le temps se moquait d'eux. Rosaura pria plus d'une fois, demandant que son fils ait le courage de franchir le pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait enfant, courant dans la cour avec les mains tachées de peinture. En fin d'après-midi, ils partirent pour San Pedro del Alto. Le ciel était couvert de nuages violets et l'air annonçait la pluie. La fête patronale continuait, mais il y avait moins de monde que la veille. Le son de l'orchestre arrivait étouffé par le vent. Rosaura se plaça au coin de rue convenu, le cœur battant à tout rompre. Esteban était dans l'allée et Juliane près dans la camionnette. Quelques minutes plus tard, Matteo apparut, habillé de la même manière que la veille, mais le regard fixé sur elle. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il à voix basse en s'approchant. « J'ai toujours été prête, mon fils.
Je ne peux rien emporter. S'ils me voient avec des bagages, ils se douteront de quelque chose. Ça n'a pas d'importance. Partons. Esteban sortit de l'ombre et leur indiqua de le suivre. Ils se mirent à marcher rapidement vers l'arrière de l'épicerie, mais une voix dure les arrêta. « Où allez-vous » demanda un des hommes qui les surveillait. Matteo se plaça devant sa mère comme pour la protéger. « Je vais l'accompagner sur la place », improvisa-t-il. « Elle ne connaît pas bien le chemin. » L'homme fronça les sourcils, mais une explosion de feux d'artifice sur la place détourna son attention. Esteban en profita pour le pousser doucement vers le sentier. La course fut courte, mais chaque pas semblait durer une éternité. Le bruit de la fête restait derrière, et le silence de la campagne les enveloppa. Julian les attendait, le moteur allumé. « Montez !» cria-t-il. Quand la camionnette démarra, Rosaura serra Matteo dans ses bras, comme si elle craignait qu'il ne s'évanouisse. Lui, d'abord raide, se laissa finalement envelopper. « Je t'ai cherché tous les jours », murmura-t-elle. « Moi aussi, je rêvais que je reviendrais », répondit-il, « mais j'avais peur. » En avançant sur le sentier, Matteo commença à raconter. Il avait été emmené au ranch sous la menace, forcé de travailler sans être payé et surveillé en permanence. Il avait essayé de s'échapper 2 fois, mais les représailles contre d'autres l'avaient fait renoncer. Avec le temps, il avait été transféré à l'épicerie pour s'occuper des livraisons. « C'est là que j'ai vu Esteban », dit-il. « Je l'ai reconnu. Il était au ranch, mais il était parti. Je pensais qu'il ne reviendrait jamais. » Rosaura regarda Esteban, surprise. « Je ne voulais pas en parler, » admit-il, « mais j'ai su que je pouvais vous aider. » La camionnette arriva sur la route et Julian accéléra. La pluie commença à tomber fort, frappant le toit comme un applaudissement du ciel. Rosaura ferma les yeux et remercia en silence. Elle n'était pas sûre du temps qu'il leur restait avant que quelqu'un ne les cherche, mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance. Son fils était en vie, avec elle, et cette nuit resterait à jamais gravée, comme la nuit où la foi trouva sa récompense. La pluie ne s'arrêta pas pendant tout le chemin du retour à Oaxaca. La camionnette avançait en laissant une traînée d'eau et de boue sur la route. À l'intérieur, le silence était épais, seulement brisé par le battement constant des gouttes sur le toit. Rosaura ne quittait pas Matteo des yeux, craignant que tout cela ne soit un rêve dont elle se réveillerait seule. Matteo, allongé sur le siège arrière, tenait le mouchoir bleu entre ses mains. Ses doigts le pliaient et le dépliaient, comme s'il voulait mémoriser chaque fil. Finalement, il parla. « Je ne sais pas si je pourrais redevenir le même. » Rosaura lui caressa les cheveux mouillés par la pluie. « Tu n'as pas à être le même, mon fils. Tu as juste à être en vie et avec moi. Le reste, on le reconstruira ensemble. » Esteban, qui était sur le siège avant, regarda dans le rétroviseur. « L'important, c'est que maintenant tu peux choisir ton chemin. Personne d'autre ne le fera pour toi. » Matteo hocha la tête, bien que ses yeux montrassent le poids de ce qu'il avait vécu. En arrivant en ville, Julian les laissa au coin du quartier. Il ne voulut pas entrer, disant qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention. Avant de partir, il serra la main de Rosaura. « Je suis heureux que vous l'ayez retrouvé. »« Merci, Julian. Ce que vous avez fait ne s'oublie pas, » répondit-elle. « J'espère juste que mon frère, où qu'il soit, aura aussi une chance. » Ils traversèrent les rues pavées jusqu'à la maison. La bougie sur l'autel était toujours allumée, sa flamme ferme comme si elle avait attendu ce moment. Rosaura prit la main de Matteo et le mena devant l'image de la Vierge. « C'est ici que j'ai prié pour toi tous les jours, » dit-elle, « et c'est ici que je te rendrai grâce tant que je vivrai. » Matteo observa l'autel en silence. Puis, avec un soupir, il s'agenouilla. « Merci de ne pas avoir abandonné, maman. Il y a eu des nuits où je pensais que même si je m'échappais, tu ne voudrais plus de moi. Je t'aimerai toujours, mon fils, même dans la plus grande obscurité. » Esteban, debout près de la porte, semblait prêt à partir. « Mon travail ici est terminé. »« Non, » intervint Rosaura. « Ici, vous aurez toujours une place. » Il sourit à peine. « Je ne reste pas parce que je ne veux pas, mais parce que je sais que mon chemin continue. Il y a d'autres personnes là-bas qui ont besoin de rentrer chez elles. » Avant de partir,
Il sortit de sa poche une petite croix en bois poli par le temps. Mais pour vous rappeler que même quand il semble que personne ne vienne, il y a toujours quelqu'un qui cherche. Rosaura la prit et sentit un nœud dans sa gorge. Que Dieu vous accompagne, Esteban. Et vous aussi, répondit-il en sortant sous la pluie. Cette nuit-là, Rosaura et Matteo dînèrent ensemble pour la première fois en 3 ans. La table, bien que simple, semblait plus complète que jamais. Ils parlèrent peu, les regards en disaient plus que les mots. Dehors, la tempête commençait à se calmer, laissant un air frais qui entrait par la fenêtre. En se couchant, Rosaura sentit une fatigue différente, non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle savait qu'il restait encore des blessures à soigner, mais elle savait aussi que le premier pas avait été fait. Matteo dormait dans sa chambre et chaque souffle de lui était un rappel que le miracle s'était produit. Avant d'éteindre la bougie, Rosaura la regarda une fois de plus. « Merci, Seigneur, » murmura-t-elle. « Merci de l'avoir ramené. » Cher ami qui écoutez cette histoire, si vous croyez au pouvoir de la foi et au fait que les miracles se produisent encore, abonnez-vous pour suivre d'autres récits comme celui-ci, où l'espoir vainc l'obscurité. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo que je vous laisse ici à l'écran pour continuer à écouter des histoires qui toucheront votre cœur. Car il y a des fins heureuses qui commencent par un simple « je n'abandonne pas ».